la première nouvelle du jour nous conduit à Yokohama où un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté. Après la découverte des restes squelettiques de son ex-petite amie à son domicile de Kawasaki, selon les sources proches de l'enquête et la conférence de presse du procureur. Monsieur Shirai Hideyuki avait été déjà placé surveillé par la police. Veuillez m'excuser, j'ai une fois plus pas traduit ma brève. Pour le harcèlement envers Okazaki Asahi, donc sa petite amie de 20 ans, avant qu'elle disparaisse en décembre dernier. Voilà. Elle rentrait des États-Unis d'un séjour linguistique et après son retour, elle n'avait plus donné signe de vie. Elle était partie en avril de l'année d'avant. Lors d'une perquisition au domicile de Shirai, mercredi, donc il y a 4 jours de cela, 4 jours, la police a découvert un sac contenant des restes humains sous le plancher de la maison de Shirai. Les policiers le soupçonnaient déjà depuis un moment d'avoir enfreint la loi anti-harcèlement et l'injonction d'éloignement qu'elle avait obtenue contre lui, parce que c'était son ex-petite amie qui était très 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 pressant. La jeune femme fréquentait un ressortissant américain qu'elle avait rencontré au Japon, avec qui elle est partie pour un séjour linguistique et aussi restée avec son petit ami aux États-Unis pendant quelques temps. Et il semblerait qu'il ait enfreint cette injonction d'éloignement et l'ait recontacté, puisqu'on a retrouvé son squelette dans des sacs glissés sous le plancher de son domicile. Voilà. La police a déclaré donc samedi, il y a donc 2 jours, que le corps avait été identifié comme étant effectivement celui de mademoiselle Okazaki. L'autopsie a aussi révélé des signes de fracture et de brûlure, et que plus d'1 mois s'était écoulé depuis sa mort, ce qui semblerait laisser à penser qu'il l'a peut-être gardée captive aussi pendant tout ce temps. Selon la famille, donc la famille de la victime, elle était harcelée aussi sur son lieu de travail, sur son domicile de façon permanente depuis qu'elle était rentrée des États-Unis. Et elle avait disparu le 20 décembre alors qu'elle séjournait chez sa grand-mère à son retour de voyage. Voilà. Elle avait appelé la police à 9 reprises pendant les 2 semaines qui ont précédé cette disparition, avec certains appels de détresse qui étaient vraiment très très préoccupants, expliquant les menaces de mort et de choses horribles, dont son ex-petite amie, plus que jaloux même, l'a menacé. Shirai, donc le meurtrier présumé, a nié toute implication lors de son interrogatoire par la police et continue de nier en bloc l'avoir tué et que le squelette retrouvé sous son plancher à lui s'y trouve certainement par le plus grand des hasards, comme c'est souvent le cas. Vous faites des travaux chez vous trouvez souvent des squelettes sous le plancher, surtout ceux de votre ex-petite amie que vous avez harcelé pendant des semaines et des semaines. Voilà. L'affaire fait quand même pas mal de bruit. J'ai entendu dire là sur un autre canal d'actualité que le petit ami américain allait venir au Japon pour savoir ce dont il retournait. Enfin, encore une affaire d'ex-petite amie qui supporte mal la séparation, mais nous en parlons suffisamment pour ne pas revenir dessus. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette horrible affaire, c'est le mot. Affaire à suivre. La deuxième nouvelle du jour nous conduit dans la préfecture, décidément ce soir je bafouille beaucoup, veuillez m'excuser, pas m'exploser, nous conduit à Yamato dans la préfecture de Kanagawa où la police a arrêté un homme de 31 ans accusé d'avoir eu des relations S avec une adolescente de 14 ans pendant toute l'année dernière, et ça depuis qu'elle avait 13 ans. Et oui, encore une fois. Selon la police, Orihi Taiga, un secrétaire administratif, aurait rencontré la jeune fille via un réseau social de grooming en juillet dernier. La police a indiqué que Hori, donc le monsieur, avait amené la très jeune fille, la jeune femme, non, très
très jeune fille à plusieurs reprises dans un Love Hotel de sa région l'année dernière, tout l'été dernier, sachant pertinemment qu'elle avait beaucoup moins de 16 ans, puisqu'à l'époque elle avait encore 13 ans. Le tout, bien entendu, filmé et photographié comme il se doit. La police a indiqué qu'il était accusé d'avoir commis des actes S avec elle, avoir enfreint ainsi plusieurs lois, dont celle de protection des mineurs de 2017, avec le renforcement qu'il y a pu y avoir en 2021. C'est après après la dernière fois où ils se sont rencontrés, sachant que la jeune fille, la jeune fille en question, faisait ça pour la première fois et n'avait que lui comme client, on va dire qu'il a en plus arnaqué puisqu'il lui a indiqué des prix qui ne sont absolument pas ceux que pratiquent les habitués, mais bon, ça c'est un détail sordide. La jeune fille en avait parlé à sa mère car elle souhaitait stopper cette relation tarifée et la mère avait bien sûr immédiatement consulté la police. Voilà. Le téléphone de la jeune fille a été confié à la police pour l'analyser. On a trouvé des messages très explicites et des menaces, bien entendu, de la faire chanter avec photo à l'appui auprès de ses camarades de classe. Un grand classique, la grande classe, quoi. Voilà. La police a déclaré que M. Orihi, après plusieurs jours d'interrogatoire, avait fini par reconnaître les faits devant les preuves vidéo, photographiques et écrites. Et le procureur a cité M. Orihi en déclarant « Je ne l'ai pas fait pour faire du mal, je l'ai juste fait pour assouvir mon désir S. » Alors tout va bien. Voilà. Il plaide bien entendu non coupable et il y aura donc un procès. Ça permet de revenir une énième fois sur ces fameuses applications de mise en contact entre des très jeunes filles. Fort heureusement, il n'y a pas eu de consommation, mais j'ai lu il y a quelques semaines de cela, ou peut-être moins, c'était dans le Sankei Shimbun, qu'une jeune fille de 10 ans, voilà, s'était inscrite sur un de ces sites. C'est terrifiant, je trouve ça vraiment, vraiment terrifiant. Et ça marche parce que ces applications connaissent des dizaines de milliers de téléchargements, elles sont payantes, bien entendu, et gratuite pour les jeunes filles qui s'y inscrivent, et aussi elles doivent payer juste une part de leur revenu là-dedans, mais les hommes paient assez cher pour s'inscrire dans ces saloperies, et il n'y a aucune ambiguïté possible quand on parle de ces applications. Ce sont vraiment des applications qui mettent en relation des hommes mûrs avec des très jeunes filles. C'est marqué, c'est l'intitulé, donc il n'y a aucune raison de dire « Ah mais je savais pas, je pensais qu'elle avait 20 ans, 25 ans ». Non, c'est spécifiquement marqué dessus. Voilà. Bon, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette crapoteuse affaire, une de plus, affaire à suivre. Alors, vous en avez certainement entendu parler, mais la nouvelle suivante nous conduit à Saitama, où la police a arrêté un homme de 25 ans pour avoir poignardé mortellement, pour avoir assassiné une jeune lycéenne de 15 ans. Vous voyez sa photo juste en bas, la photo de l'assassin et la photo de la jeune fille assassinée. Le monsieur Taniyuchi Hiroyuki, c'est un employé de bureau et est accusé du meurtre de Tegara Reina. Alors je sais pas pourquoi on a eu son nom, puisqu'elle a que 15 ans, vraiment, vu l'ampleur de l'affaire, à l'entrée de son immeuble dans le quartier de Sakura, à Saitama, alors qu'elle rentrait chez elle. Voilà. Elle a été constatée morte sur le lieu de son agression. Je vous en avais parlé comme d'une brève catastrophique. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On le sait maintenant, puisque le meurtrier présumé, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a déclaré qu'il cherchait juste une femme à tuer, voilà, et qu'il était sorti avec son couteau, et que c'est elle, Leina, qui s'était présentée devant lui la première, et qu'il avait saisi l'opportunité.
de pouvoir tuer une femme comme il en avait envie. C'est dramatique, c'est dramatique. Il s'était livré lui-même dans un poste de police, un poste de quartier, couvert de sang, les vêtements tachés de sang, les 2 mains couvertes de sang. Il avait jeté le couteau sur le corps de sa victime. Il n'avait pas parlé dans un premier temps, il était resté muet sans vraiment insister, juste en disant qu'il avait commis cela. Mais il a fini par dire que il avait juste accompli quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Il a invoqué, alors il a déclaré ma personnalité a été déformée par les violences que j'ai subies, les violences sociales, mon licenciement, le fait d'être célibataire et de ne pas avoir de vie avec une fille comme l'ont mes amis. J'avais l'impression d'être au bas de l'échelle sociale et je haïssais les femmes. Je me promenais à la recherche d'une femme à tuer. Voilà. C'est tout ce qu'il a déclaré et depuis il reste muet. D'après les premiers résultats de l'enquête, Taniotti a travaillé comme employé à domicile, voilà, dans une entreprise de construction, et avait perdu, pas été licencié, mais continué à travailler en intérimaire et de moins en moins. Et avait des problèmes psychologiques depuis longtemps, d'après ses proches, avait toujours eu un comportement asocial, plutôt bagarreur et très revanchard. Il avait notamment tabassé violemment un ancien collègue de travail qui avait eu la promotion dans l'entreprise à sa place. Il a été mis en examen pour assassinat, parce que même s'il ne connaissait pas la victime et qu'il ne l'a pas ciblée pour une raison particulière, il s'est promené pendant plus de 2 heures avec un couteau caché dans sa veste et en cherchant l'opportunité de tuer quelqu'un. Donc l'intention de tuer était là et l'intention est avérée, donc le fait d'avoir trimballé cette arme toute la journée. Voilà, je ne vous manquerai pas de vous informer des suites de cette horrible histoire, parce que cette jeune fille est morte pour rien, comme souvent dans ce genre d'histoire. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit à l'aéroport international de Narita, comme vous pouvez le voir sur la photo sous ma barbe, où l'afflux soudain de touristes étrangers, comme c'était prévu, a provoqué une attente de plus de 2 heures au contrôle des passeports. Ces derniers jours, voilà. Ça commence, c'était prévu de longue date. Mais comme vous le savez, le nouveau gouvernement a tablé sur un objectif de 61 millions de touristes pour l'année à venir. L'année dernière, on était à 21,79 millions de 21, pardon, oh là, ce soir ça va pas, 79 millions de touristes, avec une augmentation annuelle de 20% et notamment 20% même plus de fréquentation pour l'aéroport international de Narita, d'où le projet de construire un 3e gros aéroport international dans la région de Tokyo. Projet qui n'enchante pas tout le monde. Eh bien ça y est, c'est fait. La chute vertigineuse du yen et aussi la grande offensive des différentes agences gouvernementales pour amener du monde vers le pays marche, puisqu'on a vu qu'une grande partie des touristes, contrairement à l'habitude où il y a une grande majorité de touristes venant d'Asie, principalement Chine, Corée, etc., qui viennent visiter le Japon pour quelques jours, etc., eh bien cette fois-ci, la tendance s'inverse un petit peu. On a constaté un grand afflux d'Européens, principalement Européens de l'Ouest, beaucoup de Français, d'Italiens, d'Espagnols, de Belges, d'Anglais, d'Allemands qui vont visiter le Japon pour la première fois. Et plus comme c'était le cas autrefois, d'après une fois de plus, l'agence nationale, de gens qui venaient au Japon par amour pour le pays, qui venaient pour la 2e fois, la 3e fois. Là, on est sur des primo-arrivants qui décident d'aller au Japon comme ils avaient décidé l'année d'avant d'aller en Islande, en Australie, etc., pour visiter le pays et profiter du taux très bas du yen, mais aussi de la réouverture du pays il y a de cela
3 ans maintenant, en octobre 2022. La tendance se poursuit. La tendance est en explosion et on prévoit 70% de trafic en plus pour l'année 2026 parce que selon toutes les projections des économistes, le Japon est en train de connaître une crise majeure qui ne devrait pas s'arranger avant au moins 6 ans. Voilà. Donc il y a fort à parier que le pari de faire rentrer des devises du gouvernement actuel et d'arriver jusqu'à 60 millions de touristes, ça fait très très peur aux agences de police qui ne savent déjà pas comment gérer les 21 millions de touristes de l'année dernière et les 19 millions d'il y a 2 ans. Là, l'objectif 60 millions pour l'année prochaine terrifie la police, les agences locales, les services. Ils ne savent pas. Les hôteliers sont très contents, mais ont un peu peur, enfin surtout l'hôtellerie bon marché, parce qu'il faut bien constater une chose, c'est que le panier moyen du touriste a chuté lui aussi de 47% par rapport au panier moyen d'un touriste dans les années 2010. Qui dépensait beaucoup plus, qui allait dans des endroits un peu plus huppés, qui délaissaient les business hotels, les hôtels un peu cheap, les choses comme ça, alors qu'aujourd'hui c'est ce qu'on cherche en priorité. C'est un tourisme plutôt low cost qui arrive, et ça aussi, ça fait peur aussi pour les infrastructures, parce que le Japon avait tablé sur de l'hôtellerie plutôt luxueuse, plutôt de l'hôtellerie à 300 € la nuit que de l'hôtellerie à 60 € la nuit, comme on peut le voir avec les Airbnb qui explosent dans certaines localités, à tel point que, comme pour certaines villes en France, en Italie et ailleurs, il y a des municipalités japonaises dans certains coins plus touristiques que d'autres qui envisagent d'interdire purement et simplement l'investissement dans les Airbnb, ce qui risquerait d'arriver l'année prochaine. Et effectivement, avant de déménager, je me souviens de certains petits quartiers pas très loin de là où j'habitais, dans la baie, de rues entières où il n'y avait que des boîtiers à code sur les serrures, à la place des serrures, là où il y a une dizaine d'années, il y avait encore des familles, des gens, des marins et tout. Donc oui, c'est quand même une tendance. Donc voilà, pour l'instant, ça s'engorge beaucoup à Narita. On n'a pas assez embauché, voilà. Donc là, ils vont essayer de systématiser les portiques automatiques, ce qui va être compliqué parce que autant quand c'est des Japonais qui rentrent au Japon qui utilisent les passages automatiques, ça passe tout seul parce que ils savent appuyer sur les bons boutons, voyez-vous. Mais lorsque ce sont faisons preuve d'imagination, des Français par exemple qui risquent d'utiliser ce portique, il y a fort à parier qu'ils tapent « Ouais, ça marche pas ce machin, appelez-moi le directeur ». Donc j'attends avec impatience la mise en place des portiques pour faciliter et réduire les files d'attente d'environ 20 minutes selon l'agence de l'immigration, nous verrons bien. Enfin en tout cas, c'est un sacré bins. Et si vous allez au Japon dans les mois qui viennent que vous passez par l'aéroport international de Narita, prévoyez 2h30 en moyenne pour passer le contrôle de l'immigration. Voilà. Écoutez, on va se quitter sur cette nouvelle qui est escalée. Allez, affaire à suivre pour les années à venir, pardon, voilà, fatigué moi.